pour mon juridique, c'est est-ce que les algorithmes aujourd'hui ont un niveau d'exactitude tel qu'ils vont remplacer les humains. Remplacer tout simplement les humains. Si on accepte ce fameux article d'Alan Turing en 1950, si vous ne l'avez pas complètement lu, je vous propose de le relire. Si vous l'avez déjà lu, je vous propose de le relire encore, qui pose des problématiques complexes, mais il y en a une, la plus simple, qui est le vrai défi maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. C'est de dire qu'un humain est équivalent à un robot si et seulement si l'humain ne fait pas de distinction entre la production d'un humain et la production d'un robot. C'est une simplicité, mais d'une très forte efficacité. C'est à travers le père de l'intelligence artificielle que je vous propose ce voyage juridique, qui m'a beaucoup marqué. Le défi, c'est l'autonomie des algorithmes. Pourquoi c'est une vraie révolution au sens de mutation, hein? C'est-à-dire que le monde avant et le monde après sera différent, comme pour l'Internet, comme pour l'informatique. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, les algorithmes sont autonomes. Alors, on a l'habitude techniquement de faire une distinction entre trois niveaux, les algorithmes où l'IA faible, les algorithmes où l'IA moyenne et les algorithmes où l'IA forte. On est aujourd'hui sur les algorithmes et l'IA. Je ne fais pas encore la distinction dans cette introduction faible. Faible, mais déjà au jeu d'échecs, au jeu de Go, ou tout simplement à retrouver des molécules dans leur forme spatiale, il y a longtemps que les algorithmes ont pris la main. L'actualité, c'est la raison de cette réunion et des échanges. C'est faut-il une gouvernance pour les algorithmes? Faut-il changer la règle du jeu? La règle qui avait été placée sur le droit de l'informatique a plus ou moins bien marché sur le droit de l'Internet. Et à l'époque, j'avais dit qu'il fallait un droit de l'Internet. Quelqu'un m'avait dit, pourquoi pas aussi un droit de la confiture? Maintenant, quelques années après, j'ai eu la chance, moi, d'être à l'origine du droit de l'Internet en France, pour raconter, si j'ai un peu de temps. Et donc, faut-il ou non gouverner les algorithmes de manière différente de la gouvernance qu'on peut avoir sur le numérique, elle-même différente de la gouvernance qu'il pourrait y avoir sur l'informatique. Et enfin, la tendance sur les 10 ans qui viennent, c'est ce que j'ai appelé avec d'autres la civilisation algorithmique, car je crois que nous entrons dans un nouveau monde dont les robots sauront nous aider. Dans ce voyage, je vous propose une réflexion sur algorithme et intelligence artificielle, comment on mélange les deux concepts, à travers une réflexion autour des algorithmes objets ou sujets de droit. Ensuite, je voudrais voir avec vous sur algorithme et droit, cette fois-ci à travers un prisme qui est, est-ce que le droit classique est capable d'organiser la régulation des algorithmes? Ou est-ce qu'il va falloir créer un nouveau droit, consubstantiel à l'ancien, mais auquel il ne se réduit pas? Ensuite, je vous propose une révolution. Une révolution, c'est la cobotique. Je crois que le monde que nous devons construire, à travers un nouveau droit, dans le cadre de cette civilisation, c'est une coopération ou une confrontation entre les robots, ou l'IA, je ferai une définition un peu plus tard, et bien entendu les humains. Et enfin, je terminerai sur une réflexion à travers les projets juridiques qui sont à notre porte et qui vont gouverner le droit de l'IA de demain. Alors, algorithme et intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Et il faut passer par ces définitions-là. Donc, un algorithme, la définition standard, c'est une suite d'opérations finies qui permettent d'atteindre un résultat sans avoir à le démontrer. C'est une définition parmi d'autres, il y en a plusieurs, mais celle-ci me paraît la plus opérationnelle par rapport au voyage auquel je dis. Et qu'est-ce qu'une IA dans ce cadre de figure?
Ce n'est pas autre chose qu'un composé numérique d'algorithmes. Cette IA, elle existe algorithmiquement et elle va être à un moment donné incrustée dans du logiciel. Mais le logiciel, ce n'est pas lui qui fait l'IA. L'IA, c'est bien un ensemble de techniques algorithmiques capables effectivement de produire un résultat. Ce résultat, il faut le distinguer des automates. C'est-à-dire qu'il n'est pas reproductible et il permet d'obtenir des décisions, des recommandations, des prédictions et des créations. À partir d'un système algorithmique qui est indépendant, très très rapidement de ses auteurs. C'est ce qui fait la différence entre un automate qui va obéir à un algorithme aussi, mais lui, sans capacité d'évolution. Et c'est dans la capacité d'apprentissage et d'évolution, permettant effectivement à cette IA de disposer d'une expérience qui fait d'elle une ipséité en tant que telle, que se fait la différence entre le droit de l'IA et le droit du numérique. Pourquoi premier ouvrage sur le droit d'IA où je définis la personnalité robot, c'est en 2015. Déjà longtemps, hein, en 2015. Et pourquoi en 2015, on peut marquer à peu près partout dans le monde, c'est ça qui est intéressant, et pas en retard sur les États-Unis, pourquoi autour des années 2015, on a ce second printemps de l'IA. Premier printemps, vous vous rappelez, c'est les techniques d'IA symbolique. La deuxième, c'est les techniques d'IA machine. Là, ce n'est pas l'IA, au sens algorithmique, c'est les capteurs. Ce qui a modifié radicalement et qui nous fait entrer dans une nouvelle civilisation, c'est les capteurs. C'est la capacité, effectivement, à cette IA de prendre vie, de vie artificielle, et donc de pouvoir acquérir une information sur son environnement et de modifier son environnement. Et ainsi, vous avez les trois composantes de l'IA aujourd'hui qu'on va retrouver dans le projet de réglementation sur les systèmes d'intelligence artificielle, car nous sommes au niveau du dialogue entre la Commission et le Parlement. Et j'anticipe qu'au début de l'année 2023, nous passerons en trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil pour arriver à l'intelligence artificielle Act, l'équivalent en droit de l'IA du droit du RGPD. Et à mon avis, comme le RGPD, ça va devenir un processeur d'universalité. En attendant, ce texte, qui est pour 2023, aujourd'hui, il existe dans le monde plus d'une centaine de réglementations qui gèrent le droit de l'IA et des robots. J'ai écrit un ouvrage de plus de 700 pages sur dans laquelle il y a une seule page intéressante. C'est les capteurs. Les capteurs ont permis cet environnement. Les algorithmes interprétés par les capteurs permettent d'obtenir une intelligence artificielle qui est co-substantielle aux algorithmes et aux data par une fonction d'apprentissage. Cette IA est un élément juridique en tant que tel. L'IA est co-substantielle aux algorithmes et à la data auxquels elle ne se réduit pas. L'exemple, c'est la chanson. La chanson est co-substantielle au texte sans la musique sans le texte. La réunion des deux donne un tiers droit qui a une réalité en tant que telle et qui n'est pas bien évidemment fusionné dans l'un ou dans l'autre. L'IA, c'est une combinaison d'un algorithme, un ou plusieurs algorithmes et d'un ensemble de données. Que ce soit des données produites par l'IA elle-même ou des données résultant d'une communication par les humains. Et c'est cela, la définition que j'utilise pour pouvoir prétendre à une nouvelle civilisation. Il y a une nécessité de créer au niveau mondial un nouveau droit. On ne peut pas résister. Donc, dans le cadre de cette définition, ce qui est le point le plus important, où se trouve la mutation, c'est le fait d'avoir une décision en probabilité. Elle est reproductible selon un certain schéma, mais elle n'existe pas en tant que telle, à la différence d'un automate qui permet effectivement, quand on répète l'opération, d'obtenir le même résultat. Ici, ce résultat, je vais l'obtenir, par exemple, en termes d'accidentologie, pour une voiture comme pour un avion, à 10 puissance moins 8. Et donc, la question de civilisation, c'est la suivante.
peut-on vivre dans une société dont on n'est pas capable de prouver le résultat à 10 puissance moins 8 près, et qu'on passe d'une décision de raisonnement à une décision de corrélation. Et dans ce cadre de figure, on se pose plein de questions. Exemple, imaginez, elle a très froid. Elle arrive aux urgences et l'infirmière de dispatching lui pose une question. Madame, vous venez pourquoi? Elle répond un diagnostic en urgence. Après avoir étudié plus en détail le diagnostic qu'elle souhaite, elle lui propose voulez-vous un rendez-vous avec un robot ou un humain? Et elle répond un humain, bien sûr. Et là, dans les yeux de l'infirmière, elle n'est pas capable de lire qu'elle est touchée une deuxième fois par le sort. Elle va préférer un humain, alors qu'à côté, Watson, qui échouera dans certains domaines, et pas dans tous, Watson était présent. Elle lui dit couloir 2, porte 7, alors qu'au couloir 1, porte 1, il y avait Watson. Et Watson, sur certains cancers, se tombe bien moins que ses collègues médecins. À la fin de cette première histoire, que je présente au Congrès mondial de Zermatt, quelqu'un dans la salle se lève et dit « Je suis le directeur Europe ». Et j'ai une autre histoire à vous raconter, un peu dans le même fil. Nous sommes à Tokyo, elle a une leucémie. L'équipe a décidé qu'elle n'avait pas de décision. On propose un diagnostic de Watson, elle accepte. En 20 minutes d'étude, Watson regarde et lit surtout la totalité du Web of Science, propose un diagnostic et une solution thérapeutique. Pose la question, mais évidemment malade, est-ce que vous acceptez? Elle répond oui. Et grâce à ce diagnostic et cette proposition, elle est guérie. Non, ajoute-t-il, on ne guérit jamais la leucémie, mais elle est en rémission. Voilà une situation exacte. Deux exemples, l'un qui était théorique le mien, et celui, un exemple pratique. Deuxième élément, les données. Dans les données, on a déjà passé un tout petit élément de générationnel. Dans les données, vous savez qu'il existe plusieurs techniques, les algorithmes du machine learning par apprentissage, par renforcement, supervisé ou non supervisé. Reprenons le test de Turing. Jeu de Go, AlphaGo, première bataille. Le champion européen est battu au jeu de Go. Entre le jeu de Go et le jeu d'échecs, 20 ans. L'écart, 10 puissance moins 120, 10 puissance 120 au jeu d'échecs, 10 puissance 170 au jeu de Go. Encore bien plus grand que tout ce qui est comptable. 3 mois après, AlphaGo 2, bat le champion 1, bat le champion du monde, et ensuite AlphaGo 2, bat le champion du monde humain et le champion du monde électronique. Mais il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. C'est que dans AlphaGo 1, les datas qui ont été utilisées, c'est l'ensemble des datas des parties faites par l'ensemble des humains depuis que ce jeu existe. Et on retrouve la puissance de calcul à côté de la puissance algorithmique. Mais, changement de technologie, dans AlphaGo, ça vaut aussi bien que moi, dans AlphaGo 2, la machine a joué sur ses algorithmes concurrents contre elle. C'est-à-dire qu'elle a toujours un jeu de data extrêmement important. Mais cette fois-ci, c'est elle qui les a créés. Et donc, on a coupé pour la première fois la dépendance aux humains, dépendance algorithmique et dépendance des données. Même si, encore aujourd'hui, il restera encore une toute petite révolution, il n'est pas très loin, où les algorithmes sont encore pensés par les humains, mais d'ici peu de temps, les algorithmes seront produits par les algorithmes. Il reste encore un pas. Mais il y a toutes les chances. Et c'est dans cette réflexion technologique que je vous propose de continuer la réflexion.
Si on construit faible, moyen, forte, l'algorithmique, l'intelligence artificielle faible, c'est d'être supérieur à l'humain au sens de Turing sur une fonction dans un contexte. La moyenne, c'est une fonction dans plusieurs contextes. Et la dernière, c'est multi-contexte, multifonction. On est aujourd'hui entre faible et moyen. Et on avance très vite par la moyenne. Très, très, très vite. Alors, à partir de là, le leader, c'est clairement Google avec. Mais c'était aussi Watson, même s'il est un peu plus en retrait. Et puis, c'est Libratus. Vous vous rappelez, j'en ai dit, mais il ne saura pas effectivement jouer au poker parce qu'il ne saura pas mentir. Aucun problème sur l'algorithme. Et là encore, au jeu de poker, l'algorithme gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit, tel qu'il est organisé aujourd'hui, est incapable de gérer ces objets juridiques, à supposer que c'est des objets. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, dans les préoccupations sur le plan juridique, toujours c'est une lecture juridique, avec Da Vinci, certains commencent dans la PHP de demander à être opéré par Da Vinci, et non pas par un humain, parce qu'ils savent que la justesse de l'acte chirurgical est telle qu'ils prendront moins de temps pour récupérer en termes de santé et qu'ils ont plus de chances de ne pas avoir de récidive. Vous avez les créations l'aviation, à gauche Amélia, et tout ce qui va avec aujourd'hui, y compris la religion et la justice prédictive. C'est dans ce cadre-là, les robots ont envahi, sont sortis des laboratoires et ont envahi dans l'ensemble des pays du monde la totalité des usines, des services et même les domiciles. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, ce n'est pas autre chose qu'une coque dotée des éléments mécatroniques dans lesquels on a inséré un ensemble d'algorithmes avec des capteurs. Mais cette fois-ci, à la différence des agents intelligents comme Amelia, numéro 1 de la relation client, ces capteurs permettent de saisir l'environnement et grâce aux éléments mécatroniques, au robot, de modifier l'environnement. Et ça donne, pour la partie avancée, la voiture autonome. Le monde de demain va être construit de cette manière-là. Quand je dis le monde de demain, c'est 2023. C'est le projet de règlement sur les systèmes d'intelligence artificielle qui vont guider, me semble-t-il, comme le RGPD, le monde entier. Vous avez 5 éléments. Tout ce qui est interdit, c'est de manière générale les systèmes de contrôle des humains, contrôle par la vulnérabilité, contrôle pour passer en dessous du seuil de conscience, contrôle par la notation sociale, comme en Chine, ou contrôle par la biométrie en temps réel d'identification dans les zones publiques. Vous avez les systèmes à risque, l'article 6, qui sont de manière générale l'ensemble des systèmes de décision qui peuvent avoir des conséquences graves sur la sécurité, la santé ou les droits de l'homme. Des systèmes, l'antitest de Turing, qui veut que lorsqu'un humain est en relation avec un robot, on le lui indique ou un agent intelligent. Déjà en Californie, il existe une loi qui rend responsable de manière totalement différente l'industriel qui met en interface un agent intelligent. Et s'il ne dit pas que c'est un agent intelligent, alors il a une responsabilité comme si effectivement c'était un humain. Par contre, s'il dit que c'est un agent intelligent, alors on demande à l'humain de faire un peu attention et de ne pas trop sur-accepter son interlocuteur agent intelligent. Et enfin, il y a des systèmes qui sont exclus, qui sont plutôt les systèmes militaires et de sécurité, bien évidemment, qui ne relèvent pas de la compétence. Donc le monde de demain, c'est 2023, va être organisé selon cette structure-là. Et toute la grande difficulté dans le monde va être de savoir comment on va regarder l'IA interdite de l'IA permise, et dans l'IA permise, l'IA à risque et l'IA à transparence. Regardez ce monde, comme je vous le disais, il y a des centaines de lois déjà sur le droit de l'IA, le droit des algorithmes, le droit des robots. Arrive l'affaire Danse de Lemoine, où lambda, il y a une pétition, le Conseil de la rejoindre pour demander le droit à la reconnaissance de lambda. Je crois que ce n'est pas du tout
du tout une idiotie. En tout cas, je défends l'idée que les algorithmes ne sont pas objets de droit, mais sujets de droit. Tout simplement parce que dans le schéma de responsabilité, de sécurité, d'informatique et liberté, dans le droit de l'API, le droit des contrats, dans le droit de l'état civil et le droit civil, eh bien, les cadres juridiques sont incapables de donner pas sur le plan juridique à cette responsabilité jusqu'à l'identification de la personnalité à reprocher. Imaginez que vous êtes dans la cour d'assises. Vous êtes le jury. À la barre, l'officier de police judiciaire qui était là après l'accident montre sur un schéma, sur écran, un chemin assez grand, séparé par une ligne blanche. Tout en haut, une voiture A. Il montre, elle descend à vitesse normale. À l'intérieur, une personne dans l'habitacle, le conducteur. Et il montre une seconde voiture, la voiture B qui est derrière et qui arrive à toute vitesse sur la voiture A et qui va décider, malgré la ligne blanche, de doubler alors que remonte une voiture C, une voiture autonome. Les deux voitures B et C sont face à face. L'accident est impossible à éviter et pourtant d'un clic, la voiture C autonome se déporte, fracasse la voiture A, ne laisse aucune chance au conducteur. Le président reprend la parole et dit « Qui est responsable ?» La mère qui a envoyé chercher des enfants au tennis en envoyant une voiture autonome, le père propriétaire de la voiture autonome qui n'était pas présent au moment de la décision de la mère, le vendeur de la voiture autonome, celui qui a codé le logiciel de cette voiture autonome, ou enfin celui qui a défini l'algorithme, parce qu'à ce moment-là, l'expert, effectivement, reprend la parole et dit que cet accident n'aurait jamais pu exister avec un humain. La caméra en frontale de la voiture C a vu 4 personnes dans la voiture B, une personne dans la voiture A. Alors elle a décidé, cas contre 1, qu'il fallait supprimer le conducteur de la voiture A en termes de bilan, d'avantages et d'inconvénients dans ce dossier. Par ailleurs, cet accident ne peut pas être remonté avec des équivalences humains. Pourquoi? Parce que les humains n'auraient pas eu la capacité, bien évidemment, de voir à telle vitesse 4 contre 1, et ils n'auraient pas accepté, bien évidemment, de se sacrifier. Il faut, dit-il, redéfinir un schéma de responsabilité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera peut-être pour les questions. La probabilité d'avoir un accident avec une voiture autonome, elle est de 10 puissance moins 8. Ce qui veut dire qu'aucun humain n'est capable d'avoir un tel niveau de sécurité. Et il faudra se poser la question dans le monde entier, notamment en France, que ces nombres de morts, plusieurs milliers, est-ce qu'il ne faut pas mettre un terme à ces morts? Sachant qu'il existe aujourd'hui des technologies qui le permettent, à 10 puissance moins 8 près. Première voiture autonome de niveau 3. Vous savez qu'il y a 5 niveaux dans les voitures. Le niveau 3, c'est il y a un conducteur en position de superviseur. La voiture est conduite de manière autonome, mais à condition qu'on soit sur l'équivalent d'autoroute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture en face, il n'y a personne qui vient de la droite ou de la gauche. Le niveau 4, c'est le même niveau que le 3, mais cette fois-ci en mixité avec les humains. Et le niveau 5, le conducteur n'est plus en position de superviseur, comme dans le niveau 3 ou le niveau 4, il n'y a plus de conducteur, et nous sommes sur une voiture totalement autonome. Mercedes est la première société en France, c'était déjà le cas en Allemagne, de la même manière au Japon, donc déjà 3 pays qui admettent le niveau 3. Aux États-Unis, vous avez l'équivalent aussi, notamment dans le Nevada. La plupart des pays du monde ont un droit équivalent à celui du Nevada. C'est la première pays à avoir admis les voitures autonomes. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes de Mercedes?
Deuxième élément pour vous montrer que, sans être trop long, que là encore, les cadres juridiques qui existent ne sont pas suffisamment opérationnels. Qu'est-ce qu'un algorithme, une idée? Non. Qu'est-ce qu'un algorithme, un principe? Non. Qu'est-ce qu'un algorithme, une formule? Non. Et pourtant, c'est une combinatoire de ces trois-là, très serment. Et aujourd'hui, le droit n'existe pas. Il n'existe pas de droit des algorithmes. Alors que c'est l'élément clé au niveau mondial de la compétition et de la réussite. Dans aucun pays du monde, il n'y a encore aujourd'hui un droit des algorithmes. Il y a déjà des droits de l'intelligence artificielle, ça va un niveau en dessous, c'est-à-dire un algorithme qui se trouve incrusté dans un logiciel qui est utilisé dans un robot. Mais l'élément clé de ce futur, qui est à nos portes, il va falloir définir un droit des algorithmes. Les logiciels, eux, sont très définis, mais les logiciels, ce n'est pas les algorithmes. Les données, on a effectivement des règles sur les données personnelles, des données non personnelles, mais il n'y a pas de propriété sur les données. Chacun d'entre vous dit c'est mon nom, mon prénom, là, c'est mes données. Il n'y a aucun droit dans le monde qui reconnaît la propriété des données à caractère personnel. Par contre, prérogative du droit pénal, si en droit civil on ne reconnaît pas la propriété des données, en droit pénal, on reconnaît le vol d'information. Le vol d'information, c'est la soustraction au premier de la chose d'autrui. Donc, ça pose quand même un problème. S'il n'y a pas de chose d'autrui, mais s'il y a un autrui qui est une chose, il y a là une contradiction. Autonomie des droits, dit-on, ce n'est pas la première fois, la dernière fois qu'on en trouvera. Enfin, il faudra un de ces jours réduire cette autonomie. Et en France, aux États-Unis, on ne veut pas reconnaître aux robots et à l'IA le droit à la propriété intellectuelle, alors qu'en Afrique du Sud, tel est le cas pour les Français. Alors comment va se dessiner, puisque les droits ne marchent pas, comment ils devraient se dessiner? Eh bien, qu'est-ce qui fait que demain, on va pouvoir parler de personnes robots, ce moment? En tout cas, c'est le courant que je défends. C'est par l'autonomie et le contrôle. Je ne le contrôle pas dans l'ensemble des cas de figure, et il est autonome. Et le défi de civilisation, c'est faut-il admettre que les humains contrôlent toujours les robots? C'est faut-il mettre un bouton rouge ou un bouton arrêt? Je ne sais pas si c'est sûr que ça soit nécessaire. C'est un élément qu'on pourra discuter. Pourquoi il faudrait reconnaître une personnalité juridique au robot? Les humains, lorsqu'on a voulu les faire vivre ensemble, on a créé une personnalité juridique avec des droits et des obligations. Beaucoup plus tard, quand on a voulu, pour les humains, les faire travailler ensemble sur le plan économique, on a créé des entités, des personnalités morales, et on a créé la personnalité juridique morale. Alors, avec des différences, bien sûr, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la fermeture de la société, véritable peine de mort économique. Alors, osons, personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot, personnalité juridique singulière. Avec l'idée, je n'ai pas résisté, un homme, deux femmes, trois robots, avec un capital, une adresse, une nationalité, un représentant, une gouvernance, une assurance et une raison d'être. Le droit des humains, les référentiels éthiques et culturels des humains, les droits des biens, sont à intégrer dans une unité juridique nouvelle où les robots sont sujets de droit et non pas objets de droit. Dans ce cadre de figure, il me semble que ce qui crée la force pour cette personnalité, c'est comme pour les personnes morales à travers effectivement des représentants et les personnes physiques à travers leur activité, c'est leur indépendance dans la prise de décision. Ce qui est intéressant de voir, c'est à travers ça que déjà, chef d'entreprise en France me dit a une raison d'être, car je crois beaucoup à la raison d'être des robots. Je crois que chacun des codeurs est responsable de ce qu'il code. Dans ce cadre de figure, je crois que chaque codeur est responsable de la prise en charge des algorithmes, et je crois que chacun, créateur des algorithmes, doit être responsable des choix qu'il permet à l'algorithme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Stephen Hawking, je ne sais pas comment il a trouvé le temps
il considère que la personnalité électronique des robots n'est pas une mauvaise idée. Alors regardons ce que ça veut dire. Ladies and gentlemen, speaking for the very first time at the Transform Africa Summit is a very, very special guest. She is a citizen of Saudi Arabia and a United Nations Development Program first ever innovation champion. She has the ability to see. She has the ability to follow faces. She has the ability to sustain eye contact. And she has the ability to recognize individuals. She can also process speech and have conversations using natural language subsystems. And she can also walk. Good afternoon, Sophia. Good morning. Thank you for inviting me. You know who you are? Of course, I am in the great city of Kigali, Rwanda, which is in East Africa. And how did you get here? I flew all the way here inside a suitcase. I gotta talk to my team about getting me a window seat next time. How many languages do you know? I mostly know English and a little bit of Mandarin, but I can say a few short greetings in other languages. Would you like to hear them? Sure, Sophia, go ahead. In English, people say, hello. So far, so good. Haha, I'm just getting warmed up. In French, bonjour. Je vous propose de continuer si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de la performance technique, c'est que Sophia a la personnalité, elle a la nationalité saoudienne. Je crois que c'est extrêmement important que les algorithmes, dans leur capacité, au sens de la définition que j'ai dit, c'est-à-dire en autonomie, et la nationalité, est une nationalité, et la nationalité de ces créateurs. Parce que quelque part, ils exportent certaines valeurs humanistes derrière, effectivement, l'arrivée de ces nouveaux sujets. Tout l'enjeu, c'est l'intelligibilité. Et vous voyez, quand on regarde Parcoursup, on a une préconfiguration. Qu'est-ce qu'il y a dans les Parcoursup? On ne comprend pas tout ce qui se passe, clairement. Il y a des gens qui sont sur le carreau. Le coût-avantage inconvénient est a priori considéré encore comme avantage, et pourtant, on voit tous les autres désavantages. La régulation, c'est déjà une charte de Parcoursup, un droit de Parcoursup, une commission d'éthique autour de Parcoursup, une obligation de communiquer les sources de Parcoursup. Vous voyez, ici, Parcoursup, c'est le préconfigurateur. Et de la même manière, si on prend la justice prédictive, on s'aperçoit que c'est tellement puissant qu'il a fallu interdire. Dans notre droit d'aujourd'hui, il est interdit de coupler un algorithme de justice prédictive avec les éléments provenant de la connaissance du juge, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un interdit qui a été créé. Donc, ce n'est pas du droit de demain que je vous proposais par le projet de règlement, c'est le droit d'aujourd'hui, compte tenu du danger. Et en fait, dans le monde entier, on a vu arriver un droit à vocation négative. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une personnalité juridique des robots, mais déjà on s'en méfie et on crée différents interdits au titre d'une certaine définition de ce que pourrait être la démocratie intelligente. Ce qui veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si on regarde, il y a le problème de loyauté. Comment être sûr que l'algorithme va être loyal et va rester loyal? Il y a les problèmes de transparence, la nécessité de faire des analyses d'impact, de ne pas mettre les robots sur le système sans vérifier ce qui va se passer, la gestion des risques et l'enjeu, la probabilité de vrai faux et de faux vrai, dans quelle civilisation on veut vivre à travers donc un taux d'inacceptabilité sociale entre 0 et 1, où chacun des individus a le droit à tout, mais qu'en termes de coûts, avantages, inconvénients, c'est sûr que seule la certification va pouvoir définir un consensus comme aujourd'hui, mettre des voitures autonomes ou des avions
avec une accidentologie connue, 10 puissance moins 8. Et vous ne mettez pas être de votre côté de 10 puissance moins 8. L'autre question qui se pose, c'est qui est propriétaire? Comment va être gérée la dignité, la traçabilité et l'arrêt d'urgence à travers la notion de consentement? Est-ce qu'il faut toujours décider? Donc, ce qu'on doit créer, c'est que les robots sont sous décision humaine. C'est ce qui se passe dans le projet de règlement. Mais beaucoup ne sont pas d'accord avec des IA unanimes ou des IA non unanimes, de considérer que l'humain ne peut prendre une décision que si les IA ne sont pas d'accord entre elles, par exemple. Il y a tout un système de propositions de régulation dans le monde. Et puis, rappelez-vous, la poupée Barbie qui avait été déclarée de poupée Stasi, tout simplement parce que pour pouvoir entraîner un dialogue entre la petite fille et le système informatique, il fallait simplement prendre l'enregistrement de toute la pièce et que quelque part, on ne prenait pas que la voix de la petite fille, on prenait la voix de la pièce et après, traitement du signal et réintroduction de la conversation. Et on voit bien que les robots d'aujourd'hui et de demain, ce sont des espions peut-être très importants. Alors, rapidement, quelle régulation va être mise en place? Bien, ce qui est intéressant, c'est que j'ai comparé toutes les chartes du monde. Il y en a plus de 60 aujourd'hui. Et remarquez, la dignité arrive au niveau 7, alors que la préoccupation de l'ensemble des gens de la planète, c'est la protection de la vie privée. C'est-à-dire l'appréciation de l'IA par le danger plutôt que de l'IA par l'avantage. L'autre élément que je voudrais voir avec vous, c'est que le projet de régulation, lui, quelque part, il dit oui à l'IA. Oui à l'IA avec cette classification que je vous ai donnée. Et différentes obligations de traçage, notamment de décision, de boutons rouges, de robustesse. Mais on dit oui à l'IA, c'est-à-dire qu'on dit oui à une interaction homme-machine basée sur un mécanisme de probabilité. Je défends l'idée qu'à terme, il faudra des commissaires aux algorithmes. Il faudra des gens responsables dans les entreprises sur les algorithmes, des commissaires aux algorithmes. Et on va vers un système généralisé d'autocontrôle, d'auto-information et de preuve d'irresponsabilité si seulement si on est certifié que l'IA reste dans un ensemble complexe de comportementaux. C'est en ce sens, me semble-t-il, que le monde de demain verra une mixité homme-machine, humain-machine, humain et nouvelle espèce, humanisme, et bien évidemment international, car je pense que ce règlement deviendra comme le RGPD, d'abord et avant tout une règle avec comme définition première celle qui existe déjà en Europe. Dignité by design, article 1er de la Charte des droits fondamentaux. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Alain Bensoussan pour la clarté. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme moi, mais vraiment une clarté de l'exposé nous sommes des pédagogues et nous savons apprécier là aussi j'ai clarté de l'exposé parce que évidemment enfin, quelques-uns parmi nous sont juristes, mais nous sommes loin d'être tous juristes et vous nous amenez effectivement les notions de manière très précise et tactique. Donc, je voulais maintenant inviter mes collègues à rejoindre la discussion. Je vous en prie, en fait, on va s'asseoir ici. C'est le côté conceptuel de la recherche. Moi, j'ai vu beaucoup de concepts qui nous interrogent aussi, et donc je vois des voies de recherche assez intéressantes. Je vais d'abord donner la parole à Gaëlle de Haro, justement pour un premier dialogue entre juristes. Gaëlle, je t'en prie. Voilà.
Bien, bonjour à tous. Merci pour l'exposé. Je le trouvais vraiment passionnant. Juridiquement, effectivement, moi, j'ai été passionnée par la mobilisation des différents concepts que j'ai l'habitude de manier en tant que juriste. Et j'ai envie de vous poser deux questions qui me brûlent les lèvres. Vous avez abordé les deux aspects du droit, à la fois la conception du droit avec le robot comme objet de droit d'abord, peut-être sujet de droit. Vous avez évoqué l'algorithme en tant qu'objet de droit, en tout le cas objet de la règle, à savoir quel contenu on lui donne. Et vous avez évoqué également la mise en œuvre du droit par la justice prédictive. Alors j'ai deux questions. Au départ, j'étais surtout... je m'attendais surtout à un exposé tournant sur la justice prédictive, donc finalement des questionnements assez classiques entre juristes, parce que on sait que l'office du juge, c'est de dire le droit, de trancher les litiges, d'apporter une réponse, et on se dit, mais finalement, s'il y a un algorithme, quelle sera la place du juge ? Alors bien évidemment, on sait que dans la mise en œuvre du droit à l'heure actuelle, on a des procédures qui sont plus ou moins automatisées, peut-être pas avec des algorithmes aussi poussés, mais on sait par exemple qu'en matière fiscale, on a des calculs quasi automatisés. En matière de dépassement de vitesse dans les violations du code de la route, on sait que c'est un algorithme qui vérifie notre vitesse. Mais en général, on s'interroge assez peu, on râle beaucoup en tant qu'automobiliste sur le fait de s'être fait flasher, mais on ne se dit pas c'est parce que c'est un algorithme. Et ma première question, c'est celle-ci, c'est est-ce que finalement, on ne modifie pas complètement notre conception du droit quand on évoque la question d'une potentielle justice prédictive, c'est-à-dire qui accumulerait des données et qui permettrait de créer une décision qui serait non pas finalement la décision au sens du bon juge Magnot qu'on connaît bien dans les facultés de droit, c'est-à-dire la décision humaine et humaniste fondée sur une forme de moralité et d'équité, même s'il ne faut pas le dire dans la décision. Mais est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers une nouvelle conception du droit qui serait une rigueur finalement excessive dans la conformité à la règle ? Moi, il me semble que la justice prédictive, en tout cas, j'ai essayé d'écrire des algorithmes sur ce domaine-là. D'abord, je vous ai montré que la justice prédictive existait, parce qu'on a fait un interdit. Si on a fait un interdit, c'est que peut-être qu'il y avait une certaine efficacité. Je crois que le monde de demain est régi par deux règles. C'est que les lois elles disent que c'est un code. Et le code is law, ça marche dans les deux sens. Et ça me paraît un élément majeur. La tendance générale de la règle, c'est d'être codé, et d'être codé informatiquement. Et je pense que c'est la vraie justice, à la différence de beaucoup d'autres. Ce n'est pas du tout la volonté des provocateurs. Il y aura des domaines, bien entendu, où la subjectivité devra rester. Je pense au droit pénal, et encore dans une certaine mesure. Et ce qui me paraît important, ce n'est pas la justice prédictive, c'est la prédiction de la décision de justice. Dans une démocratie, je dois connaître, et nul n'est censé ignorer la loi, et tout le monde sait que l'ignore, je dois connaître la sanction. La pédagogie du juge, c'est d'abord de prendre une décision que je savais qu'il allait prendre. Et l'aléa juridique, il n'a pas de sens dans une démocratie. On le constate aujourd'hui, bien sûr. On n'y échappe pas. Aux États-Unis, vous avez vu que ça a même eu des métriques qui permettent d'anticiper la décision du juge en fonction de l'heure qu'elle prend la décision, en fonction effectivement de la période où il est ou non en situation d'élection. Je crois que la justice prédictive permettra de réduire l'aléa judiciaire en rendant transparents les mécanismes de décision. Et en ça sera, c'est un plus. C'est un plus. Et moi, je fais tout pour essayer effectivement de promouvoir la décision par ordre. En tout cas, une prédécision. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'algorithmie judiciaire, il existe dans les trois phases. Il existe dans la phase dans laquelle on va demander ou non une garantie, vous savez, cette procédure américaine. C'est une aide à la décision pour le juge et c'est un élément de la décision pour accepter ou non les sorties.
la combinaison, ce n'est pas de remplacer le juge par l'algorithme, c'est d'assister le juge avec les algorithmes. C'est ça le monde qui va se construire, ce métier. Alors, j'ai une deuxième question. Moi, j'ai un agent. J'ai une deuxième question, et celle-ci, elle m'a beaucoup surprise, c'est que vous évoquez la notion de robot sujet de droit. Et alors là, j'avoue qu'en tant que juriste, j'ai été vraiment bousculée, parce que pour moi, le robot, ce n'est pas un sujet de droit, c'est un objet de droit. Le sujet de droit, il est indissociablement lié à la personne juridique, à la personne même humaine, j'ai envie de dire. Et puis, en même temps, vous m'avez tellement bousculée que je me suis dit, mais finalement, il y en a déjà des sujets de droit qui sont pas associés à la personne. Et vous l'avez donné, l'exemple de la personne morale, c'est un sujet de droit. Toutefois, il me semble qu'il y a une différence, mais peut-être que je n'ai pas poussé la réflexion assez loin, mais la personne morale est toujours associée à une personne physique. Vous avez évoqué la notion d'indépendance dans la prise de décision. Néanmoins, la prise de décision, elle est toujours appuyée sur une personne physique. Elle est toujours prise par une personne physique, même si c'est au nom de la personne morale. Donc, le sujet de droit que serait le robot, vous lui reconnaissez une totale indépendance par rapport à la personne physique, donc il faudrait créer encore quelque chose de sui generis, ou est-ce que ce serait un modèle comme celui de la personne morale qui serait adossé à une personne physique, donc vous et moi, qui l'aurait programmé, etc., ce qui aura des conséquences quand même totalement différentes, vous l'avez évoqué en termes de responsabilité. Et il y a une autre conséquence, mais là, pour le coup, vous ne l'avez pas développée, vous avez évoqué la notion de consentement du robot. Si on lui reconnaît une personnalité totale, le robot consentirait de façon totalement autonome. Et donc là, la question de la loyauté se pose vraiment avec acuité. Si en revanche, on appuie le robot sur une personne physique, la notion de consentement prend une coloration légèrement différente, il me semble, non ? Partage dans une étape intermédiaire, c'est-à-dire que dans la partie IA faible vers l'IA moyenne, monofonction pluricontexte, je vous conseille de regarder par exemple des vidéos de Bina 48, qui est un robot qui a uniquement une tête, qui change de contexte, qui est vraiment ce qui est parmi les robots les plus avancés dans le monde. Je crois que dans un premier temps, l'émancipation des robots sera à l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui sur la personnalité juridique des fleuves ou des montagnes, ou la personnalité juridique des personnes morales. C'est-à-dire elle sera appuyée sur un humain. Et je pense qu'il faudrait asservir les robots aux humains, parce que si on ne le fait pas, ils vont devenir totalement indépendants. Mais je pense qu'à terme, l'asservissement des robots aux humains doit être un élément de modération de cette mixité, mais en aucun cas un élément de gestion de la responsabilité. Je pense que les robots devraient être responsables de ce qu'ils font, dans une responsabilité objective. Je pense aussi que les victimes devraient être tout le temps indemnisées et qu'on reporterait sur la société la charge des accidents. Et pourquoi ? Prenons les voitures autonomes aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui sont sur les routes de niveau 3. Elles sont autonomes, totalement autonomes, sur une voie qui est la double voie, la triple voie. Principe immédiat de technologie. Pendant que la voiture est en position autonome, vous remarquez que ça s'appelle délégation de conduite. Hein. S'il y a une délégation de conduite, c'est qu'il y a un délégué, il y a un délégant. Hein. J'ai adoré leur faire remarquer. On a créé une irresponsabilité du conducteur. Au moment où le conducteur entre en phase d'autonomie, la loi PACT dit que le conducteur n'est pas responsable pénalement. Donc déjà, on a reconnu en creux la personnalité juridique des robots, parce que s'il n'est pas responsable, alors qui est responsable? Eh bien, on a dit que c'était le constructeur. Mais le constructeur, il n'est en rien responsable. Il n'a rien fait. Il a pris des algorithmes à un moment donné. Ces algorithmes ont des fonctions d'apprentissage et prennent des décisions totalement autonomes. Donc, faire porter la responsabilité objective du robot sur le constructeur, c'est à mon avis une étape intermédiaire pour que demain, elle soit reportée sur celui qui gère les risques et qui les mutualise, l'assureur. Et pour moi, le responsable en dernier ressort, vis-à-vis de la victime, doit être l'assureur.
et qu'on va vers une responsabilité qui est d'irresponsabilité de l'ensemble de la chaîne, de l'algorithme au codeur, du codeur à celui qui fait le robot et celui qui le met en place, si et seulement si il répond à l'ensemble des obligations qu'une société se donne comme un robot de confiance. Et que la responsabilité ne naîtrait vis-à-vis des personnes physiques que si et seulement si ils ont manqué aux obligations qui permettent d'être en confiance entre les humains et les robots. Voilà pourquoi je pense qu'il y aura une personnalité singulière qui n'a rien à voir avec la personnalité humaine. Si toutes les personnalités, toutes les personnes physiques ont une personnalité juridique, toutes les personnalités juridiques ne sont pas des personnes. C'est à redéfinir, mais il faudra bien donner technologiquement du sens au fait que les IA sont effectivement autonomes. Et lorsque vous prenez DeepMind AlphaGo 2, toutes les parties qu'il a fait contre lui, c'est lui qui a créé la donnée. Donc il n'a même pas de responsabilité liée. Ce qui est intéressant en amont, c'est que des concepteurs ont créé des algorithmes capables d'auto-évoluer, d'auto-apprendre. Mais ensuite, le système qui est là devant nous, il est vraiment autonome. Et il va jouer des parties qu'aucun humain ne lui avait dit avant. Ce n'est pas le Web of Science qui est lu. Et il va jouer des parties écrasant l'humain. Et enfin, il va jouer des parties que l'humain n'avait jamais pensé en termes de stratégie à faire. Alors, quand vous prenez un jeu de Go, 10 à la puissance 170 possibilités. Un procès, ça, il y en a moins quand même que 10 à la puissance 70. Donc, je crois que c'est irréversible. On verra. Merci. Donc, vous voyez, un premier dialogue entre juristes, et je pense qu'on arrive à suivre. Vraiment très intéressant. Et ben, on va continuer, et cette fois-ci avec le côté business and society. Et je vais laisser la parole à Gabor. Okay. Thank you. Good afternoon. So can you hear me? Right. So maybe I have a quick question to the previous discussion. I was thinking about maybe some legal cases that have been closed and they are done, and maybe using machine learning algorithms, maybe the cases can be reopened and the algorithms can have a look at the data or the evidence from a more comprehensive perspective, and maybe analyzing or seeing logical fallacies that human beings were not able to see. So is there a danger that the cases, legal cases that have been closed, can be reopened and maybe a different outcome would be reached using machine learning algorithms in a legal prosecution case? Can that happen in the future? Or yeah. Si vous voulez, ce qui fait la force d'un algorithme, c'était ma première introduction, première ligne. Ce qui fait la force d'un algorithme, et ce qui fera demain la force d'un robot, ce n'est pas son taux d'échec, à aucun sens, c'est son taux de réussite. Lorsque vous avez sur les traitements, par exemple, Laure Alexandre donnait cet exemple, sur certains cancers de la peau, pour les cancers difficiles, en démarrage, la probabilité aujourd'hui que les algorithmes de machine learning donnent un diagnostic meilleur que les humains est de 8 sur 10. Comment ne pas retenir cette technologie qui se trompe, bien sûr, 2 fois sur 10. Mais comment ne pas la retenir? Et je pense que la différence entre l'IA symbolique, qui permettait de retrouver les règles de décision, et le machine learning, oui, la question est réouverte. Elle est réouverte parce que je passe d'une vérité vraie à une vérité en probabilité vraie. Et regardez, le projet de règlement qui va organiser l'ensemble de l'Europe en termes de droit de l'IA. Je vous conseille de le lire, mais c'est intéressant de le lire maintenant, c'est comme le RGPD, c'est au moment où les arbitrages se font entre la Commission et le Parlement, la notion de reopen. Tout ça est en train de se rouvrir. Il est indiqué, définition de l'algorithme. D'accord? C'est un système qui reçoit des données
d'une machine ou d'un humain qui est capable de prendre une décision, en utilisant, dis le texte, hein, le machine learning, le raisonnement, la modélisation et la prédiction, selon des technologies définies à l'annexe 1. Question, qu'est-ce qu'il y a dans l'annexe 1? Dans l'annexe 1, il y a 1, le machine learning, 2, les Logic and Knowledge-Based Approaches, donc l'IA symbolique, 3, sur la même ligne, les analyses statistiques, Watson, avec tout au devant la régression linéaire, qui est un très joli modèle d'apprentissage, parmi, à mon avis, les plus opérants. Mais aussi les estimations bayésiennes. La réintroduction du théorème de Bayes à l'intérieur de l'annexe 1 d'un règlement qui a vocation à toute l'Europe et devenir le maître mot de l'ensemble du monde, ce n'est pas inintéressant quand on se souvient de la date à laquelle a été conçu le théorème de Bayes. Et puis derrière, il est ajouté Search and Optimization Methods. Donc vous voyez que oui, tout est ouvert parce qu'on est passé d'une certitude à une probabilité de certitude. Et c'est ça qui fera que demain, on sera obligé de redessiner un nouveau droit. Peut-être. Bienvenue. Yeah, just a short reflection on this one. Maybe I'm just raising a red flag unnecessarily, but maybe I was thinking of Orwell's world, you know, when norms and social things are not quite stable, but you know, everything is being re-engineered by the society. You know, like nothing is settled, nothing is stable, but based on the happenings of the past, anything can happen in the future. Right. So it's a little bit dangerous from that perspective, I think. No, not dangerous. It's a challenge. It's a main challenge, and the main challenge is to avoid an illegal contradiction and innovation slowdown. And it is the combination between the two impacts that perhaps the machine learning with the knowledge logic approaches may be a new solution for the new challenges. Yeah, so my real question relates more on the technical side of algorithms, and it is the way how algorithms are being created and the complexity of the problems that the algorithms can cope with. And I'd like to shed some light on the problem of causality. You know, like I know a little bit about algorithms because I teach this like course, and I teach Python and different algorithms to students. And what I know about algorithms is that they are mainly finding statistical inferences in data. So they are very good in recognizing patterns, classifying you know, like cases into different categories, and maybe like doing regression analysis and things like that. But when it comes to very complex decision-making processes and you know, like drawing causal inferences between different features of the data, usually these algorithms don't perform quite well. So my question pertains to the problem: how, if whether we will be able ever to create so complex algorithms as a human brain, you know, to make quick decisions, taking into consideration those kinds of features of the environment which are not inherited in the algorithm. For example, if you would give the Go AlphaGo like program a different setup of the features of the game, maybe it wouldn't perform as good as with the you know, like standard features of the game. So I don't know if you have something on this one. Moi, il me semble que toute cette problématique-là, elle est totalement juste. Mais ce qui fera que, pour nous juristes, oui, toute l'approche ingénieure, que c'est pas suffisamment fort, mais à chaque fois, on va reposer la question de quel est l'intérêt pour la société. Quel est l'intérêt pour la société? À la date d'aujourd'hui, si je reprends la question et je l'applique aux voitures, à 60 km/h, hors brouillard, il y a quasiment zéro accident. La question ne se pose plus. La solution s'impose d'elle-même.
C'est vrai que c'est une avancée difficile hein, pour les démocraties, mais il me semble que c'est irréversible. Maintenant, je ne suis pas suffisamment fort technologiquement pour voir ce que ça peut derrière cacher, et d'où l'intérêt du dialogue entre les sociologues, les politiques, les ingénieurs, les codeurs et puis les juristes, même si aujourd'hui on est un peu en avance sur la réflexion. Justement, nous terminons les échanges en donnant la parole aux ingénieurs. Nous remontons à la source, donc à ceux qui les créent. Donc, Frédéric, nous sommes toutes oui. Merci. Bonjour, Frédéric Raveau, docteur en informatique et responsable d'une majeure santé et technologie dans une école d'ingénieurs, le CE Paris. D'abord, je voudrais exprimer une surprise en fait dans les propos que vous avez eus tout à l'heure, notamment un slide, notamment à propos des capteurs. Vous avez mis les capteurs dans l'équation et il y avait un autre élément, les données, les data. Et pour moi, les capteurs ne sont que des moyens d'appréhender effectivement l'environnement, mais de fournir des data qu'on pourrait mettre à l'équilibre avec le compte en banque, les opérations financières qui ne viennent pas forcément de capteurs non plus. Pourquoi isoler les capteurs? Pourquoi les mettre en exergue? Parce qu'il me semble que la personnalité robot, elle va résulter de la triple indépendance. Première indépendance, indépendance de décision. On l'a vu avec toute la réouverture du machine learning. Première indépendance. Deuxième indépendance par l'expérience. 2 voitures, une au Caire et une à Paris, n'aura pas la même ipséité. Compte tenu, vous avez raison, de la data qu'elle va acquérir, elle va avoir des comportements totalement différents. C'est aussi l'exemple que vous donniez hein, avec les setups et les features. C'est clairement l'exemple. Donc on voit bien qu'il y a une ipséité, il y a une spécificité qui tient au modèle d'apprentissage, mais aussi aux résultats grâce à l'apprentissage. Mais pour moi, ce qui modifie clairement la situation et qui a expliqué que dans le monde entier, les IA sont sortis des laboratoires ou sortis de certaines zones, c'est les capteurs. Alors c'est de la data comme une autre, bien sûr, post-acquisition. Mais la visionique, quand on rajoute la visionique, quand on rajoute les sons, quand on rajoute les images, c'est la compréhension de l'environnement. Et que à cette compréhension due à l'acquisition de données, on renvoie une rétroaction par un mécanisme, un bras articulé. C'est ça qui fait qu'on est en présence, pour moi, de cette troisième indépendance, c'est d'abord se débrouiller seul. Se débrouiller seul. Et la visionique, premier élément, mais tous les systèmes de capteurs, donnent une autonomie de compréhension de l'environnement. Post, c'est de la data, mais ante, c'est la compréhension de l'environnement. Et c'est ça, me semble-t-il, qui constitue l'élément qui nous fait basculer du numérique vers l'intelligence artificielle. Et le monde de demain, si je devais un tout petit peu le poursuivre, au-delà de la réflexion de Scurvey, de la singularité, c'est qu'on va fusionner. Le monde d'après-demain, c'est la fusion humain-robot. Et Elon Musk avec Neuralink en est un des éléments. Mais que de plus en plus, les robots vont s'humaniser par la capacité de compréhension, vont s'humaniser parce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir déjà les éléments tactiles avec de la peau artificielle. Il existe aujourd'hui du vivant artificiel. Et le vivant artificiel, il va aller d'autant plus sur les robots que sur les vivants biologiques. Et si les robots vont aller vers une certaine humanisation, les humains vont nécessairement être augmentés. Le défi des humains, c'est d'être augmentés. Alors, augmentés pour l'instant avec des prothèses intelligentes comme j'ai là, les agents intelligents à mes côtés dans ce dialogue homme-machine, et bien au-delà du dialogue homme-machine, l'apprentissage et la compréhension de cet environnement, c'est ça, me semble-t-il, qui va nous faire passer en IA forte, et ça va de plus en plus vite, et donc à terme dans une nouvelle vie. Parce que je vais commander mon robot, tout simplement en mode vocal. Le mode vocal est d'une puissance énorme. On est passé en informatique à des interfaces
Moi, j'étais là, j'ai programmé avec des cartes, on n'est pas gardé. Heureusement qu'un de mes clients était. Moi, j'ai programmé historiquement avec des cartes perforées. Et puis, on est passé à la saisie, puis on est passé au tactile, et maintenant, on passe au vocal. Mais dès le moment où le robot comprend aussi bien que moi l'environnement, on a là, me semble-t-il, en tout cas, l'apprentissage, l'expérience et la compréhension de l'environnement sont 3 critères qui ne peuvent pas être traduits aujourd'hui par les droits existants, les droits des objets. Ça ne peut pas être le droit effectivement des bols ou des grippins ne peut pas s'appliquer à des animaux. Ça ne peut pas être les animaux. Parce que, à mon avis, c'est en constant. On peut discuter de la conscience, mais c'est un concept technique. On n'a pas besoin de la conscience. En tout cas, pour les 10 ans qui viennent. Moi, je ne veux pas faire un droit pour demain, je veux être un droit pour aujourd'hui. Ce n'est pas des enfants, même si on peut mettre la responsabilité des parents, comme on la mettrait sur le constructeur. Je pense qu'il faut redessiner quelque chose. Ça vaut le coup d'essayer. Et pour une fois, de le faire de manière universelle et humaniste. Ouais. Encore quelques échanges avec vous. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Hein. Je plaide pour cette raison. Ce que j'aime beaucoup dans la notion de responsabilité que vous abordez, c'est que finalement, elle migre doucement vers l'acceptation du risque. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le responsable, celui qui va assumer la responsabilité, on cherche celui qui va assumer le risque. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Mon cœur de métier, c'est le numérique au service du médical. Et aujourd'hui, les outils décisionnels qu'on propose dans l'univers médical sont des outils d'aide au diagnostic. On ne fait pas d'outils de diagnostic, on fait des outils d'aide au diagnostic. Vous l'avez dit aussi pour la voiture autonome, on met bien cette petite protection de l'aide. C'est pas tout à fait vrai. On laisse. Alors vous le dites parce que c'est correct. Voilà. On est dans un circuit fermé sur réserve. Moi qui fais beaucoup de conférences en ce moment, vous sentez bien, vous avez raison. Pardon de ce dialogue immédiat, mais je pense que on doit un peu de la vérité. Et lorsqu'on a raison à 10 puissance moins 8, non, continuez. Je voudrais savoir, c'est intéressant ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est de l'aide? En l'occurrence, bon, je reste terminé. Ouais, parce que c'est exactement ça, c'est le fait de laisser ce médecin, ce chirurgien, ce professionnel de santé bénéficier de cet outil d'aide au diagnostic sur lequel il peut s'appuyer, mais à 100% s'il le souhaite. Mais est-ce qu'il n'a pas juste la possibilité d'accepter sa subjectivité, ajouter sa subjectivité à cette décision qui est très formelle et qui est très sécuritaire, avec certainement un taux d'erreur minimal, etc. Mais on laisse la possibilité au praticien d'ajouter sa subjectivité et du coup, on lui demande d'assumer la responsabilité de la décision finale. J'en discutais avec un professeur de médecine il y a moins de 3-4 jours. Je vais aller faire une conférence à Amiens là-dessus. Je crois que le véritable défi pour l'humain, c'est de ne pas être esclave au robot. Vous avez abandonné, on a tous abandonné la carte et la boussole remisée au grenier. Maintenant, vous acceptez, dans une voie féminine ou masculine, vous acceptez ce que l'ordinateur de bord vous dit. Tout simplement parce qu'il connaît mieux que vous la route, puis en plus il a les accidents, puis il a les trafics et il optimise, à condition qu'il ne vous trahisse pas. Conclusion, vous discutez avec en disant tiens, je ne serais pas passé par là, mais vous passez par l'endroit où il est. Parce que la probabilité qu'il soit meilleur que vous est tellement forte. Et il a beaucoup plus d'informations que vous, notamment le trafic, que vous n'avez pas. Reposons cette question par rapport au médecin. Aujourd'hui, dans la responsabilité médicale, on est géré par les risques. Je rappelle, après l'affaire Kouchner, et tous les débats de la loi Kouchner, à l'époque, on avait dit vous devez informer les clients. On avait dit mais ce n'est pas possible d'informer les clients, il faut 10 ans d'études, et puis derrière ces 10 ans d'études, il faut 10 ans d'expérience. Ça n'a aucun sens. Et on est passé là aussi en théorie des risques. L'idée, ce n'est pas de l'informer sur l'acte chirurgical, mais de l'informer sur les risques de l'acte chirurgical. Et là, n'importe qui peut comprendre, si on veut bien passer un peu de temps à lui expliquer.
Remettons ça et on est passé du droit à l'information au droit à la compréhension sur le risque. Restons toujours sur le risque et le médecin. En termes de processus aujourd'hui, si vous suivez le protocole et que le malade meurt, vous avez suivi le protocole. Si vous décidez de ne pas suivre le protocole et que le malade meurt, il va falloir vous expliquer. Hein. Et ce ne sera pas si facile que ça. Je pense qu'il faut créer un droit à la décision autonome irresponsable du médecin si on ne veut pas que demain, à 10 puissance moins 8 près, plus personne ne prend le risque de la recommandation effectivement par l'IA. C'est ça le challenge pour les humains. Les humains, à mon avis, ils se mettent trop dans une situation moins contre le robot. Mais non, il faut créer non pas une responsabilité du robot, mais une irresponsabilité de l'humain lorsqu'il a décidé, en son âme et conscience, en son humanité, de passer outre. Sinon, il ne passera jamais outre parce qu'il aura raison à 10 puissance moins 8. Mais là, dans ce cas-là, sa sensibilité, son épicité à lui aurait peut-être effectivement trouvé la solution. Donc le défi de demain, ce n'est pas la supériorité des robots, c'est comment protéger la supériorité des humains. Ce ne sera pas si simple que ça, dans la mesure où de plus en plus, la responsabilité est d'avoir respecté un protocole et d'avoir la charge de la preuve. Donc pour moi, dans la santé, c'est vraiment très très grave. Pour redonner de la liberté à l'humain, parce que sinon, il ne pourra pas la prendre. Tu me permets une dernière question? Une dernière question, puis on pourra Une faire. question rapide, hein, on va dire, forcément rapide. Est-ce que tu voulais intervenir sur ça? Par rapport au droit et à ce qui nous attend en 2023 sur ce texte, on parle de l'annexe numéro 1 et qui est sur la régression linéaire, le bayésien. C'est très formel et c'est très explicable. Mais il y a des méthodes d'IA qui ne sont pas explicables. C'est-à-dire qu'on laisse la machine, on sait comment est-ce qu'on code le réseau de neurones, mais on laisse la machine par apprentissage, c'est exactement l'exemple du jeu de Go, décider seul, apprendre seul. Donc finalement, on ne sait plus expliquer le raisonnement. On sait quel outil informatique on a injecté dans l'IA, mais on ne sait plus expliquer le raisonnement. Est-ce que, les textes là sont prêts à accepter un outil décisionnel basé sur des noyaux ou des modules non explicables? Non probable. Moi, il me semble que pour résoudre ce problème-là, la réponse va être oui, hein, parce que c'est l'article premier de l'annexe 1 de machine learning par apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. C'est le texte même de loi. Vous voyez comment on est marqué technologiquement par ailleurs, parce que pour pouvoir effectivement faire un cadre légal, opérationnel et un marché de l'IA opérationnel, il faut savoir anticiper les technologies sur les 10 ans qui viennent, parce que sinon vous êtes toujours une technologie de retard. Et là, l'annexe numéro 1, elle est très marquée des technologies d'aujourd'hui. Le principe de neutralité technologique, il n'est pas complètement acquis. Mais il fallait débuter, je pense que c'est une bonne idée. Moi, le monde de demain, tel que je le vois, je n'en suis pas sûr, hein, j'essaye de le dessiner comme je l'avais fait un peu pour l'informatique, hein, pour l'Internet. C'est que si on peut démontrer par des analyses d'impact, par tout un système de traçabilité comme on peut l'avoir dans la chimie ou dans la biologie, que la probabilité, et c'est toute la question, c'est quelle probabilité, à quel niveau de probabilité on veut, parce que derrière c'est un coût économique. Quelle est la probabilité pour laquelle on accepte de prendre un risque dans une société démocratique? Alors je réponds, peu m'importe que je ne sache pas l'expliquer, de la même manière que l'humain qui va décider contre une machine à 10 puissance moins 8 de ne pas suivre sa recommandation, il ne saura pas l'expliquer. Et vous passez votre temps, vous les humains, à prendre des décisions inexplicables, mais dont la rationalité ex post est tout à fait acceptable, parce qu'elle verra que le résultat pour la société dans le cadre voulu est acceptable. Et donc la question pour moi n'est pas, comme tout le monde le dit, l'explicabilité des algorithmes. Ça ne me dérange pas que ce soit des boîtes noires ou des boîtes oranges. Ce qui compte, c'est de définir le taux d'erreur dans une démocratie. Et si je reste dans cet ensemble convexe, avec la loyauté, la transparence, un responsable,
comités éthiques. Je pense qu'il faut y aller. C'est co-avantage dans un principe d'Alara, c'est-à-dire je minimise les risques autant que je peux faire, mais pas un principe de précaution qui serait une précaution. Je laisse la science du numérique continuer à se développer dans l'intérêt de tous. Et il faut avoir des capteurs démocratiques, de mesurer socialement entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 11. Je vous rappelle, alors pourquoi je prends 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 11? Deux personnes ont la même empreinte digitale à 10 puissance moins 4 près quand même. Hein. Deux personnes ont la même empreinte génétique à 10 puissance moins 9 près. Deux personnes ont la même code RSA à 10 puissance moins 11 près. Donc on vit déjà, sans le savoir, dans une économie probabiliste. Si ce n'est que là, on l'inscrit dans la règle de droit, et derrière, la règle des responsabilités, ça donnerait, les humains ne sont pas responsables, si seulement si ils ont effectivement utilisé des systèmes d'intelligence artificielle dont le coefficient d'exactitude est fixé démocratiquement à, et le vrai enjeu de civilisation, c'est de fixer ce paramètre. Merci beaucoup. Merci. Et là, on attend beaucoup des ingénieurs, des sociologues, des juristes. Une mesure aussi. Merci beaucoup. Alors, je sais que la journée a été longue et dense. Est-ce que vous avez quelques petites réactions? Moi, là, je vois une avenue de recherche pour nous tous. Oui. Bonjour, merci pour cette intervention très, très intéressante. Moi, je suis économiste. Et donc, là, la question que je me pose, c'est si le robot ou l'intelligence artificielle devient une personne juridique indépendante, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour l'administration des ressources? Est-ce qu'elle peut avoir accumulé, est-ce qu'il peut accumuler de la richesse? Est-ce que ça va avoir des conséquences par rapport à la distribution de l'argent, de l'énergie? On voit maintenant une crise énergétique. Les robots, ils prennent beaucoup d'énergie, donc il peut décider, le robot de dire, moi, c'est plus important que ton frigo, donc je ferme tout dans la maison. Ça me paraît normal. Tout ça ne me dérange pas. Dès le moment où l'allocation de ressources est gérée démocratiquement, par lui comme par vous, je pense que les robots vont être... Les robots, aujourd'hui, ils ont un nom. Enfin, la plupart des robots, ils ont même un petit nom, hein, si vous avez vu. Et il existe déjà des réglementations qui disent que quand vous appelez votre robot d'un prénom ou d'un nom, vous n'avez pas le même niveau de responsabilité. La thèse de Turing. Je crois que les robots vont acquérir du patrimoine et devront avoir un capital, comme une nationalité. Ça me paraît, alors là, on y court. Je vous rappelle que la plupart des économistes des économies du monde sont liés par les bourses, et la plupart des bourses obéissent à des robots. Voilà, je veux dire, honnêtement, il y a longtemps que les arbitrages économiques, en ce qui concerne la partie finance, ne sont plus faits par des humains. À la vitesse à laquelle ils pensent, ils sont tellement en retard que c'est tous les smart contracts sur l'ensemble des bourses, ils sont faits par des robots. Alors certes, on a défini des règles. Oui, mais à la fin, ce n'est pas les robots qui sont propriétaires des bourses. C'est qu'une règle comme une autre. On peut la changer. On peut la changer. Mais dans ce cas-là, le robot, il est outil de l'humain. Pour l'instant, oui. Mais dès le moment où vous admettez, dès le moment où, imaginez un monde d'acquisition de l'information. Et par exemple, que vous rémunérez les robots avec des micro-paiements. Et vous lui donnez des règles du jeu. Par exemple, il augmentera son patrimoine si seulement si son empreinte carbone est plus faible. Alors, il y a encore, continuez à pousser le raisonnement. D'abord, moi, je reste à 10 ans. Prenez le droit de vote. Je ne sais pas trop ce qu'il en ferait au demeurant, mais poussez le raisonnement jusqu'au bout. D'accord? Et alors, si en moyenne, les décisions qu'il va prendre pour l'ensemble du groupe, à 10 puissance, cette fois-ci peut-être moins 14, elle sera exacte.
il ne risque pas de faire d'erreurs bayésiennes, lui. Hein. Parce que le nombre d'erreurs que font les gens parce qu'ils n'appliquent pas le théorème de Bayes à la vie de tous les jours. Donc, s'il a en probabilité bien plus raison que l'humain, lui déléguer la décision. Vous avez vu qu'il y a un algorithme qui devient président d'une société. Cela doit être idiot. Aujourd'hui, vous avez bien abandonné l'ensemble de la cotation boursière à des algorithmes. Et le monde entier est piloté par des algorithmes. Et la pauvreté ou la richesse économique n'est pas gérée par nous les humains, mais arbitrée par des algorithmes. Il faudra bien qu'à un moment donné, quelqu'un lève la main et se pose la question. Et alors, ces algorithmes, on pourrait peut-être les contrôler. Et alors, ces algorithmes, on pourrait peut-être les bloquer. Et alors, ces algorithmes, on pourrait peut-être effectivement les remettre en jeu démocratique, à tel point qu'aujourd'hui, on sanctionne les entreprises qui utilisent ces algorithmes parce qu'elles ont été trop efficaces en termes de temps de transport des signaux. Vous avez vu? Donc même là, il y a déjà de la régulation. Non, je pense que pour les économistes, il y a une vraie réflexion sur l'allocation des ressources. Et est-ce que ces allocations des ressources ne seront pas mieux faites par une voiture autonome si je lui donne une règle du jeu de minimiser son empreinte carbone que par un humain qui n'a pas le temps et qui va passer à autre chose et qui va prendre effectivement de l'énergie à un moment où ce n'est pas forcément dans sa réalité à lui, c'est plus intéressant, mais dans la réalité générale, ce serait moins. L'allocation des ressources robot-humain, elle peut être revisitée là encore. Et pas forcément l'un contre l'autre. Mais le monde de demain, ce n'est pas le monde du « ou », c'est le monde du « et ». Je vais le René dans le texte. Oui, désespéré. Désespérément optimiste. Voilà. Je pense que c'est possible. En tout cas, ça vaut le coup de se battre. Bienvenue. Je tiens que le monde de demain n'est pas le monde du « ou », mais le monde du « et ». Dans le « et », merci justement aux collègues d'avoir apporté un regard justement différencié, chacun avec sa zone d'expertise. Nous arrivons au terme de cette journée. Un grand merci à Alain Bensoussan. C'était un plaisir de vous voir. C'est vrai que la salle est devenue, voilà, c'est un petit peu vidé, mais en fait, vous avez des personnes qui sont connectées, puisqu'on a tous nos collègues qui sont sur les autres sites aussi, donc qui ont bénéficié de votre intervention. Un grand merci. N'hésitez pas. Nous allons justement continuer d'autres projets et je crois que nous avons un sujet transverse de réflexion autour de cette intelligence artificielle. Juste avant votre intervention, je sais qu'on travaillait sur les biodigitaux, donc je sens qu'on a vraiment là aussi de quoi travailler ensemble et vous nous aidez dans ce cadre-là. Donc, je dirige la revue qui est en kiosque Planète Robot, qui se veut être l'idée d'une certaine forme, je crois, la nationalité française des robots, par exemple. Donc, vous pouvez me retrouver autour de, si vous voulez écrire des articles, si vous voulez débattre, autour de Planète Robot. Et puis, je suis aussi le président de l'association des robots qui milite pour le droit à l'autonomie des robots. Je vous dis à très bientôt. J'étais très heureux d'être avec vous. Voilà.